Le pont, ni très long ni très large, est une simple structure en bois qui enjambe l'étroite mais profonde brèche séparant les déceptions passées et les incertitudes futures. Laissez-moi me présenter, je m'appelle Yal Jetman, j'ai maintenant 38 ans, un homme qui, autrefois, ne se distinguait des autres que parce qu'il était le mari de Gloria, 36 ans, et le père de Robert, 12 ans, et d'Anna, 8 ans. C'est un tableau familial agréable, quoique grevé d'un fardeau financier important. Pour remplir mes devoirs d'époux et de père, j'ai travaillé chez Countryman Realtor pendant 5 ans avant que Gabriel Zello ne rachète l'entreprise à Bernie Schlier. L'immobilier n'était pas mon premier choix de carrière, ni même le métier que je convoitais. J'ai commencé ma carrière après avoir obtenu mon diplôme en droit. À l'époque, j'étais marié à Gloria depuis 3 ans et elle était enceinte le jour de ma remise de diplôme. Le marché de l'emploi pour les jeunes avocats n'était guère prometteur, mais la grossesse de Gloria m'a fortement poussé à décrocher un poste capable de subvenir à nos besoins. Le premier emploi que j'ai trouvé était dans un cabinet spécialisé dans la représentation des banques lors des signatures de prêts immobiliers. Ce n'était pas la carrière dont je rêvais, mais au moins, j'étais employé. Pendant que je poursuivais mon diplôme de droit, Gloria travaillait comme guichetière en banque pour nous faire vivre. Ses revenus couvraient le loyer et nos nécessités, tandis que je cumulais des emplois à temps partiel pour compléter nos rentrées d'argent. Mes études étaient financées par des prêts et des bourses, mais j'envisageais un avenir au département de l'éducation. Comme Gloria est tombée enceinte à peu près au moment de l'obtention de mon diplôme en droit, j'ai accepté ce poste, premier d'une longue série de compromis de la vie conjugale. À l'époque, les banques accordaient des prêts aux particuliers désireux d'acheter une maison, un domaine considéré comme respectable. Pour un avocat. J'étais assis à un bureau, m'occupant des contrats de revente pour le compte des établissements prêteurs. Pendant la signature des hypothèques, les acheteurs versaient à la banque un honoraire d'environ $500 pour mes services. Le cabinet d'avocats percevait cette somme ainsi qu'un autre $500 de la compagnie d'assurance, chaque clôture réussie rapportait $1000 en tout. Quand nous concluions la vente, le cabinet y gagnait, et je recevais une petite partie sous forme de salaire. Il semble que toutes les bonnes choses aient une fin et que la frugalité honorable cède le pas à l'avidité insatiable. Peu après la naissance de notre deuxième enfant, l'absorption des petites banques par des structures plus grandes, elles-mêmes rachetées par de plus grosses encore, remodela le paysage bancaire. Les prêts de détail devinrent obsolètes, car la banque entra dans une ère de commerce en gros, fonctionnant à grande échelle. Chaque matin, je me retrouvais au bureau avec une pile de dossiers hypothécaires à finaliser avant la fin de la journée. Les profits avaient certainement grimpé, mais le rythme effréné des signatures immobilières simultanées me donnait une impression de fragilité quant à la pérennité du système. Au cours de mes 7 ans de carrière juridique, je ne suis pas devenu associé, mais j'ai accédé au rang prestigieux de sous-traitant privé, gagnant $75 par clôture, avec 7 ou 8 dossiers fermés quotidiennement, 5 voire 6 jours par semaine. Mon revenu était convenable, mais je doutais de la pérennité de cet accord, sentant la tempête approcher. Bernard Cher, ou Bernie comme il se faisait appeler, me contacta pour me proposer de l'aider sur le plan juridique. Bernie voulait étendre son entreprise, Countryman Real Estate, dont le principal contrat se déplaçait vers le Sunbelt. Bernie visait l'expansion, sa société détenait des parts dans le projet Scarlett Woods, proposant 100 terrains approuvés et 400 de plus à venir, idéalement situés à 3 kilomètres d'un parc technologique avec 2000 emplois high-tech en perspective. Bernie, bâtisseur et promoteur, excellait à trouver du financement pour ses projets de croissance, mais avait du mal à cibler la clientèle de propriétaires cherchant à acheter ou à renégocier leurs prêts hypothécaires. Chose étonnante, dès notre première rencontre, ça a immédiatement collé. J'adorais vendre des maisons, et j'accordais une attention particulière aux détails, surtout dans la gestion des montagnes de papier. Fort de mes expériences passées, j'ai mis en place des stratégies centrées sur le profit en nouant des partenariats avec des agents d'assurance habitation, des déménageurs, des jardiniers, etc. Rapidement, nous sommes devenus une agence intégrée, dont l'unique objectif était de multiplier les ventes de maisons et de maximiser les gains liés aux services associés. Bernie n'a pas tardé à lancer de nouveaux chantiers, pendant que je gérais le quotidien. Il se chargeait des gros contrats, tandis que moi je m'occupais des plus modestes, mais j'avais un bon salaire en tant qu'employé de confiance. Bernie voyait la crise se profiler à l'horizon, la faillite de la banque Bear sonnait comme un avertissement, et l'effondrement de la banque d'investissement Lehman Brothers fut l'étincelle fatidique. Malgré le désastre imminent, Bernie affichait un optimisme inébranlable, certain que l'immobilier retrouverait tôt ou tard sa valeur. Pendant que les prix s'effondraient,
Bernie restait impassible, convaincu d'un rebond rapide. De mon côté, je m'employais à tirer le maximum de chaque opportunité, réinvestissant les profits dans des propriétés rurales plus grandes et plus rentables, conformément à la stratégie de Bernie. Bernie, cependant, n'avait qu'un seul souci, il avait l'impression d'être un grand dans un petit univers et rêvait de plonger dans un océan plus vaste. Un soir, après le travail, autour d'un verre, il lâcha la bombe, j'ai tout vendu. Quoi? Du calme, le nouveau propriétaire ne va pas tout changer, du moins pas tout de suite. Encore une fois, Bernie avait raison. En faisant la connaissance de Gabzel, j'ai d'emblée été frappé par sa jeunesse, il n'avait pas encore 30 ans et venait d'orchestrer le rachat de Bernie. Plus grand et plus jeune que moi, Gab arborait une chevelure blonde et un physique d'Apollon, l'archétype du prodige des affaires. Aurais-je dû l'envier? Difficile, vu son charme et son amabilité. Travailler pour lui s'est révélé plaisant. Alors qu'il approchait de la cinquantaine, Bernie était ambitieux mais fondamentalement prudent, tandis que Gab misait sur la transparence et la prise de risque. Il dévoilait tout et franchissait sans cesse les limites. Très vite, il est apparu qu'il avait investi une part importante de son argent dans une propriété rurale, ce qui l'avait mis à la corde financièrement. Gab se voyait plus banquier que bâtisseur, et plus manager que vendeur. Il aimait les gains immédiats, et à la remontée du marché immobilier, son pari sur Countryman Real Estate a porté ses fruits. Pendant ce temps, Bernie s'est envolé pour la Floride, attiré par l'attrait d'un grand projet immobilier. La veille de son départ, je lui ai souhaité bonne chance. Viens avec moi, vieux. Non, je ne suis plus un gamin. J'ai une femme et 2 ados à ma charge. D'accord, mais tu le regretteras peut-être un jour. J'espérais que non. J'ai tout de même sondé le marché du travail. Il ne restait plus grand-chose de mon ancien cabinet. Steven Pandey, un des jeunes associés, avait survécu à la crise, heureux de mon appel, mais ne pouvait m'offrir qu'un salaire équivalent au tiers de mes revenus actuels. J'ai donc persévéré chez Countryman Real Estate, globalement satisfait. Gab, comme on l'appelait, me traitait bien et me laissait gérer le bureau au quotidien. Avais-je quelques doutes sur lui? Oui, mais rien de majeur. Seule petite ombre, Bernie n'avait jamais organisé de véritable fête de Noël, alors que Gab, lui, allait dans l'excès inverse. Il louait l'un des plus beaux complexes de vacances à Saratoga, quoique hors saison, à un prix exorbitant. La fête suivante, programmée le premier samedi de décembre, rassemblait employés, sous-traitants, banquiers et agents immobiliers. C'était un événement somptueux, sur invitation large, Gab ne lésinant sur aucune dépense. Après tout, c'était son argent, et il existait peut-être une justification économique à tout ça. Mon mécontentement a commencé vers minuit et s'est aggravé toute la nuit. J'arrivais au bal au bras de la plus belle femme de la soirée, ma femme Gloria. Nous nous étions mariés juste après la fac, quand nous avions à peine 22 ans. Tandis que je faisais mes études en droit, elle occupait un poste sans avenir pour nous faire vivre. Je lui en serais toujours reconnaissant. Mais elle était tombée enceinte, en arrêtant la pilule, alors que je révisais le barreau. Avec le recul, c'était peut-être une bonne chose, car nous avons été de bons parents, hier comme aujourd'hui. Durant mes années galères, Gloria s'occupait de nos enfants et travaillait de nuit pour préparer son doctorat en psychologie de l'enfant. Quand notre plus jeune est entré à l'école, Gloria est retournée au travail, décrochant un poste au ministère de l'État. Elle s'est aussi lancée, à ce que j'appelle maintenant, sa carrière de running. Autrefois, on aurait pu la qualifier de ronde, du moins si on la comparait à des mannequins décharnés. Mais à 30 ans, elle est passée de 2 séances hebdomadaires de natation à la piscine du Yucca et quelques footings occasionnels, à une pratique intensive de la course de fond chaque matin. Elle s'est mise à se lever à l'aube pour parcourir 8 km, 5 miles, de cross, puis à sprinter une demi-heure chaque soir. Elle détenait le meilleur chrono féminin local et n'était devancée qu'en de rares occasions, par des compétitrices nationales, lors des courses de 5 ou 10 km. Elle a même participé 3 fois au marathon de New York, se classant parmi les 100 premières femmes. Je ne suis pas non plus un casanier, je fréquente la salle de sport au moins 3 fois par semaine et je fais 32 km, 20 miles, de vélo les week-ends d'été. Toutefois, avec plus de 5% de masse grasse, je n'ai pas encore ciselé façon Michel-Ange. J'encourageais Gloria dans ses objectifs, la voyant partir à l'aube et rentrer en sueur, tandis que je réveillais les enfants. J'étais fier de ma femme. Alors, quand je suis arrivé à la fête de Noël,
la plus belle femme présente, c'était elle. Gloria, grande brune, se tenait à mon bras. Nous nous étions mariés jeunes, à 22 ans, et elle m'avait toujours soutenu. Les conversations se sont tues à notre arrivée et tous les regards se sont portés sur Gloria, sculpturale et élancée, mesurant un peu plus de 1,80 m, 6 pieds, avec ses talons de 7,5 cm, 3 pouces. Ses cheveux noirs et soyeux cascadaient sur ses épaules, brillant à la lumière du bal. Elle portait une nouvelle robe noire très moulante, avec des bords festonnés, dévoilant légèrement sa poitrine et incroyablement courte, mettant en valeur ses magnifiques jambes de coureuse, tout en soulignant son ventre plat et son fessier parfaitement galbé. Elle n'était plus là, ronde, d'autrefois, c'était une femme confiante, une épouse exceptionnelle. Gab se rua aussitôt pour nous accueillir et invita Gloria à danser. Je devais admettre qu'ils formaient un beau couple. Son attention à son égard était trop insistante. Peu avant minuit, il s'approcha d'elle et l'embrassa, avec passion, sous le gui. Étrangement, je n'étais pas jaloux. Oui, ma femme était séduisante, mais j'avais confiance en elle. Nous avions traversé bien des épreuves, mes longues études en droit, les enfants, le remboursement des prêts, la maladie ou encore un avortement thérapeutique. Je regardais d'autres couples moins éprouvés. C'est dans l'adversité qu'un couple se soude. Gloria et moi avions déjà affronté tellement de choses, et nous étions toujours aussi proches. Gloria se laissait porter par cette ambiance festive et buvait pas mal. Je n'y ai vu que le résultat de la soirée bien arrosée. Je l'ai raccompagnée à la maison et nous n'avons plus reparlé de cette scène. Je me suis dit que c'était juste l'excès d'alcool. 6 mois plus tard, arrive le week-end du Memorial Day, qui marque déjà la moitié de l'année. Cette période s'avérait bonne pour le secteur immobilier, la clientèle s'était accrue. La dernière semaine de mai avait connu une chaleur record, la plus élevée de la décennie, et le compte d'opération de la société regorgeait de chèques à déposer le premier jour ouvré de juin. Nous comptions vérifier les chèques et payer électroniquement les banques au retour du week-end prolongé. « Vous venez camper avec nous ?» m'a demandé Gab. Il avait loué un chalet de montagne dans les Adirondacks pour le pont du Memorial Day, et il nous en parlait depuis des semaines. Bien que l'invitation concernât Gloria et moi, j'hésitais. Je ne sais pas trop quels sont les projets de Gloria. Oh, elle vient. Elle a hâte, a-t-il affirmé, sûr de lui. Je l'ai regardé, surpris. On en a discuté au téléphone, a-t-il ajouté précipitamment. Pourquoi en doutais-je? Après son départ, j'ai appelé Gloria, et effectivement, elle était enthousiaste. Avec le recul, je réalise que j'aurais pu et dû refuser dès ce moment-là pour éviter le pire. Mais j'aimais Gloria, je lui faisais confiance. Selon MapQuest, le trajet jusqu'à la maison de Gab serait difficile. J'ai échangé ma Honda Accord contre un SUV 4x4 de location, car les 30 derniers kilomètres se faisaient sur des routes de montagne, et les 5 derniers en chemin de terre. Je connaissais la rudesse des Adirondacks, la maison de Gab se situait au sud-ouest du lac Saranac, à près de 4 heures de route. Le GPS nous guida pour les 8 derniers kilomètres, quittant l'autoroute pour suivre une piste à demi goudronnée, jusqu'à un pont étroit et fraîchement rénové. Il enjambe un ravin peu large mais très profond, typique de cette région. J'ai franchi ce pont prudemment, en me demandant s'il n'y avait pas d'autre voie. Comme il n'apparaissait aucune alternative sur la carte, je me suis senti comme une souris dans un piège, guettant un éventuel prédateur dans l'ombre. Après 5 kilomètres de chemin de terre, nous sommes arrivés devant une maison de 2 étages, nichée sur le flanc de la montagne à environ 300 mètres, 1000 pieds, en dessous du sommet. On pouvait voir une autre chaîne de sommets vers le nord. J'ai garé le SUV sur un stationnement en gravier, à côté de 3 autres véhicules de luxe. Tout était impeccable et soigné. Le chalet marquait un savant mélange de structures en bois rustique et de modernité, reprenant l'esthétique des stations de montagne du XIXe siècle, mais doté du confort contemporain. On voyait bien que Gab n'avait pas lésiné sur les moyens pour créer l'illusion, sans doute à l'attention de futurs acquéreurs, pas moi. Sur la grande terrasse en bois décorée façon Adirondack, nous étions accueillis par un groupe de 6 personnes. Parmi eux, 3 hommes jeunes, Gab et 2 de ses camarades de fac. Ken Lewis, le plus petit, environ 1,78 m, arborait une carrure de bodybuildé et approchait la trentaine, le crâne déjà un peu dégarni comme Gab. Sa musculature était évidente sous son t-shirt moulant. Le second, Glenn Sachs, mesurant environ 1,80 m également, était plus mince, avec des cheveux blonds bouclés et une allure athlétique, tenant dans ses bras une femme blonde prénommée Sharon.
Sharon était d'une grande beauté, dotée d'une poitrine généreuse, peut-être trentenaire ou un peu plus, semblant avoir 8 à 10 ans de plus que Glenn. À côté de Ken, il y avait Robin, qui avait l'air un peu plus jeune et se comportait clairement comme sa compagne. Elle était menue, pétillante et pourvue d'une poitrine si volumineuse qu'elle en paraissait disproportionnée par rapport à sa taille. La dernière personne de ce groupe, grande et brune, était Paula Henry, du genre que l'on juge belle, même si ses traits étaient légèrement anguleux, dégageant plus d'intelligence que de féminité délicate. Elle semblait la plus jeune parmi les femmes, mais était apparemment camarade de promo des garçons. Malgré l'accueil exubérant, je sentais une légère étrangeté. Gab embrassait Gloria chaleureusement, tandis qu'il me saluait plus sobrement. Son amie Paula, elle, me dévisageait comme si j'étais un sujet d'expérience prêt à être disséqué. On nous mena presque aussitôt à table pour décider du repas. Nous avons dû vite ranger nos bagages dans une chambre du 2e étage, adjacente à la suite de Gab. Installés dans la vaste pièce principale, qui tenait lieu de salon, salle à manger et salle de jeu, nous avons mangé de la cuisine micro-ondable haut de gamme autour d'une grande table en chêne. C'était délicieux mais évidemment onéreux et peu contraignant pour nos hôtes. Le vin coulait à flot, et je me méfiais un peu des tentatives permanentes de Gab pour nous resservir. Après le dîner, tout le monde s'est retrouvé autour du foyer extérieur, où l'on a partagé des verres plus corsés et quelques herbes, donnant le ton d'un week-end visiblement voué à la fête et à une légère consommation illicite. En discutant, en écoutant et en observant, je commençais à déceler, derrière ce qui semblait un simple week-end festif entre amis et conjoints, des dynamiques plus complexes. Il devint clair que Robin avait un fiancé ailleurs, et que Sharon était mariée avec 2 enfants qu'elle laissait à la maison. Le groupe traitait l'infidélité avec légèreté, voire ironie. Paula n'avait Dieu que pour moi, tout en restant à part. Elle semblait proche de Gab, mais ne réagissait pas à ses flirts insistants avec Gloria. Toute la soirée, Gab se plaça surtout entre Gloria et Paula, parlant principalement à mon épouse. Je tentais de discuter avec Paula, mais elle répondait brièvement et me suggérait poliment de la laisser tranquille. Vers minuit, malgré une ambiance encore très animée, les gens semblaient prêts à se retirer, attendant encore quelque chose. Soudain, Gab se tourna vers moi, comprenant que j'avais fait une longue route. « Tu es prêt à aller dormir, Lial ?» Gloria propose. J'ai fait mine de plaisanter en offrant un autre verre à Gab, mais au fond, je bouillonnais de rage. Ce type tentait de séduire ma femme, mais comment Gloria réagissait-elle? Eut-elle réellement des sentiments pour lui? J'ai donc observé la fin de soirée, attendant le dénouement. Finalement, j'ai eu le dernier mot, Gloria et moi regagnant notre chambre. Elle est partie seule dans la salle de bain et j'ai préféré ne pas la rejoindre. En sortant de la douche, elle s'est assise nue sur le lit, me faisant signe de m'approcher. « Je veux profiter de ce week-end », a-t-elle avoué. Revenant sur nos années difficiles, elle m'a remercié pour ma persévérance. « Tu as toujours tout donné pour moi et les enfants, j'en suis fier, et je veux être la femme dont tu es fière. » Le lendemain, je me suis réveillé sous les rayons du soleil déjà haut, surprenant pour moi, alors que Gloria, coureuse aguerrie, se levait habituellement avant l'aube. Mais il semble que les excès de la veille se soient fait sentir. Je me suis habillé, suis allé dans la salle de bain petite mais bien équipée, puis suis descendu avant que les autres se réveillent. J'avais envie de faire un tour dehors, dans le calme. J'ai découvert l'espace salon-salle à manger, menant à une grande terrasse avec brasserie et barbecue extérieur, puis une plateforme surélevée accueillant un petit bassin et un sauna. Dans ces montagnes au printemps encore froid, une piscine extérieure me paraissait étrange, mais je constatais qu'elle était chauffée. Des panneaux solaires, installés plus haut, devaient alimenter le chauffage de l'eau et peut-être de la maison entière. J'ai poursuivi ma balade jusqu'à un petit hangar sans animaux, mais rempli de cades, motoneiges, divers outils de jardinage, et même de petits tracteurs. Derrière une porte fermée à clé et surmontée d'une cheminée, j'ai entrevu, par une fenêtre, un groupe électrogène et des cuves de carburant. Visiblement, Gab avait bien prévu l'autonomie en cas de coupure. J'entendais un léger bruit d'eau et, en m'approchant à 20 mètres, j'ai découvert un ruisseau qui paraissait fin mais avait assez de débit pour qu'un poisson bondisse à la surface. « Tu pêches ?» a lancé une voix derrière moi. Je me suis retourné et ai vu Paula. « Pas aujourd'hui, même si jadis j'aimais ça quand j'avais plus de temps. Peut-être que ce week-end te donnera l'occasion, a-t-elle proposé. Tu aimes pêcher? Non, comme toi, je manque de temps. Elle m'a proposé de préparer le café, puis on a mangé un porridge instantané. Les autres dormaient encore.
Elle a ensuite suggéré. On pourrait aller faire un tour là-haut, escalader la montagne. Ce serait dommage de venir jusque dans les Adirondacks et de ne pas monter jusqu'au sommet. Elle connaissait clairement le début du sentier, et nous voilà partis. Au début, le sommet ne semblait pas loin, mais, 1 heure plus tard, il nous paraissait presque aussi éloigné qu'au départ. Tu es sûr de vouloir grimper jusqu'en haut? Pourquoi abandonner, le vieux, a-t-elle rétorqué, moqueuse. Je pense à ce que les autres vont dire en ne nous voyant pas. Ne t'inquiète pas, ça ne changera rien. Finalement, nous sommes arrivés au sommet. Le soleil était déjà haut dans le ciel, probablement midi. Cette crête était un plateau dégagé, ses pourtours arrondis, avec 2 vieux bancs de bois tournés vers l'est, d'où l'on voyait la maison de Gab et, au loin, quelques sommets emmitouflés de brume. L'air était pur et frais. Paula s'est assise, profitant de la vue, silencieuse. Ça te dérange si je m'installe à côté? J'aimerais me reposer avant la descente, a-t-elle souri. Alors Glenn est courtier, Ken est banquier, et Gab est promoteur, mais je ne sais toujours pas ce que tu fais. Elle a semblé hésiter, jaugeant la portée de ma question. Je suis inspectrice. Je bosse pour le gouvernement, c'est peu payé et plutôt ennuyeux. As-tu déjà inspecté quelqu'un qu'on connaît? Pas récemment. À la fac, je passais mon temps à les couvrir, en excusant leurs infidélités et en leur filant des antisèches. Ils ont toujours aimé jouer avec le feu. C'est ce qui les rendait si spéciaux. Donc tu continues à les couvrir maintenant? Fermer la porte de l'étable après la fuite du cheval, c'est inutile. Ce qui compte, c'est de laisser les esprits brillants réussir, tandis que les autres s'effacent. Au final, tout le monde y gagne, non? Et ce week-end, quel est ton rôle? On ne t'a pas beaucoup vu à la fête hier. Elle est restée silencieuse, déstabilisée par la question. Je me suis levé pour observer la route en contrebas. Il n'y avait qu'un seul chemin d'accès, pas de plan B. En me retournant vers elle, j'ai compris qu'elle s'en rendait compte elle aussi. Les autres étaient aveuglés par leurs désirs, mais elle voyait la situation. Je suis surtout là pour garder mon sang-froid au cas où. Je n'interviendrai que si c'est vraiment nécessaire. Donc seulement si les Golden Boys en ont besoin, c'est ça. Je n'aurais pas dit les choses ainsi, mais je veux leur bien, et celui de tout le monde au final. On redescend, ai-je proposé. Pourquoi se presser? La descente sera rapide. Plus rapide mais plus risquée, on pourrait chuter. Pourquoi s'inquiéter quand on est déjà au sommet, a-t-elle plaisanté. Puis elle s'est finalement relevée et nous sommes rentrés sans encombre. De retour au lodge, le spectacle au bord de la piscine m'a sauté aux yeux. Gloria portait un bikini noir, très échancré, la dévoilant comme jamais je ne l'avais vue. Les autres femmes étaient également en tenue légère. Tandis que Paula et moi arrivions, j'ai vu ma femme, assise sur les genoux de Gab, l'embrasser avec passion. On est rentré, a crié Paula, interrompant leur baiser. Gab m'a lancé un regard malicieux, tandis que Gloria esquissait un sourire dérangé. Vous étiez où? A-t-elle demandé d'un ton léger. Mes poings se sont serrés spontanément, mais Paula a pressé ma main. Puisque nous avons raté le déjeuner après cette ascension, on va manger un morceau, a-t-elle annoncé, m'entraînant au chalet. En partant, j'ai entendu quelques rires à peine étouffés. Paula m'a servi un verre de Johnny Walker brut qui m'a brûlé la gorge. Réfléchis avant d'agir. Ce n'est qu'un week-end dans un mariage solide, et pense à ta famille, a-t-elle dit. En retournant vers la piscine, j'ai vu les couples déchaînés dans le jacuzzi, riant et s'excitant. Ma femme était toujours assise sur les genoux de Gab. Le joint tournait, tous semblaient planer. Paula se plaça de façon à me bloquer la vue et à surveiller la scène. Faisant semblant de continuer à boire, je me suis retiré discrètement pour jeter mon verre, partagé entre un violent sentiment de jalousie et de fierté. J'étais fier du parcours de Gloria, de sa transformation, de cette assurance qui la rendait désirable. Voir un autre homme la vouloir, c'était presque flatteur. Mais la voir dans ses bras suscitait aussi une douleur confuse, teintée d'une fascination morbide. J'ai fait le tour du domaine, regardant son organisation, en attendant ce que je pressentais être inéluctable. Puis je suis monté dans notre chambre, tentant de trouver le sommeil pour ne plus penser à tout ça. Je me demandais ce qui poussait Gloria à se jeter dans les bras d'un autre. Nous avions enduré ensemble les affres de la pauvreté, de la maladie, de la parentalité, et après tant d'années de galère, nous commencions à peine à sortir la tête de l'eau.
Les enfants grandissaient, Gloria avait un métier stable, moi un bon salaire. Pourquoi risquer tout ça pour quelqu'un d'aussi superficiel que Gab? Je l'avais assez observé pour comprendre que son charisme masquait le vide. S'il ne restait que lui, dépouillé de ses artifices, il ne vaudrait pas grand-chose. Mais sans doute Gloria voulait-elle juste s'amuser un peu. Jusqu'où cette histoire irait-elle? Je me suis endormi et, lorsque je suis redescendu, il était déjà tard. Les autres semblaient avoir terminé le déjeuner, l'alcool circulait toujours, et ils fumaient encore. Gloria était de nouveau sur les genoux de Gab, ils s'embrassaient. Les femmes avaient enlevé le haut de leur bikini, y compris Paula, désormais collée à Ken et Robin, formant un trio ambigu. J'ai traversé la pièce, me dirigeant vers la cuisine pour réchauffer un plat au micro-ondes. Gloria est venue me rejoindre. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Ça pourrait aller mieux », ai-je répondu. Le micro-ondes a sonné. « J'ai passé la soirée avec Gab », a-t-elle avoué. J'ai remarqué. « Non, je veux dire, ce soir, je compte aller dans sa chambre », a-t-elle clarifié. Je suis resté figé, les épaules tournées, ne voulant pas qu'elle voie mon visage. Et nos 16 ans de mariage? Justement, c'est pour ça que je peux le faire. C'est juste pour ce week-end. La semaine prochaine, je serai à toi, comme avant. Et Gab ne va pas s'y opposer? Elle m'a enlacé par derrière, posant sa tête contre mon dos. Gab t'aime bien, il pense que vous allez former une bonne équipe. Pour lui, ce n'est qu'une aventure, un petit plaisir. Ça va? Est-ce que j'ai le choix? Pas vraiment, c'est décidé. Je te le dis pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Puis elle m'a relâché et est sortie de la cuisine. J'ai avancé vers la pièce principale, il montait déjà l'escalier. Gab m'a adressé un sourire complice et un pouce en l'air. Il a chuchoté quelque chose à l'oreille de Gloria, qui s'est retournée pour me sourire, avant de disparaître. C'était comme si ces 16 ans passés n'avaient aucune valeur, comme si ma femme m'abandonnait et me rabaissait sous mes yeux. J'ai jeté le plat que j'allais manger et me suis fait un café. La nuit serait longue. Vers 1h du matin, j'ai gravi l'escalier. En passant devant la porte de la chambre de Gab, j'ai entendu des cris forts, des gémissements de plaisir que Gloria ne m'avait jamais laissé entendre, à moi. Elle semblait beaucoup plus enthousiaste, lui aussi, bien sûr, plus jeune, plus endurant. Ma femme trouvait enfin le plaisir qu'elle recherchait dans ses bras à lui. Je me suis enfermé dans notre salle de bain, me suis douché et habillé chaudement, anticipant le froid de la nuit. Je n'arrivais pas à ignorer ces bruits qui traversaient les murs. J'ai attendu. Vers 3h30, tout est enfin redevenu silencieux. J'ai patienté encore une demi-heure, puis suis descendu. J'ai trouvé dans un placard une lampe de poche, des bougies et des allumettes, sûrement prévues en cas de panne. Dehors, il faisait un noir d'encre, la lune était couchée et la forêt, immobile, paraissait silencieuse pour un citadin comme moi. J'ai facilement repéré l'appentis, avec son réservoir de carburant de 80 litres, 20 gallons, pour les cas des motoneiges. Il y avait aussi une clé à molette. La porte de la remise du groupe électrogène était cadenassée, mais les gonds étaient rouillés. Un petit coup de clé et la porte a cédé. Gab avait sagement prévu une pompe à essence manuelle, me permettant de remplir facilement le bidon en moins de 10 minutes. Puis j'ai fait le tour du chalet, discret, jusqu'au SUV loué, garé un peu plus loin. J'ai chargé le bidon dans le coffre, desserré le frein à main et mis en « drive » pour laisser la voiture descendre en roue libre. Arrivé au niveau du pont, j'ai arrêté la voiture au pas tranquillement, j'ai imbibé de carburant la structure en bois. Magnifique ouvrage, certainement construit par des artisans fiers de leur travail, probablement financé par l'argent gagné sur le dos d'employés comme moi. Le feu allait bientôt mettre fin à ces amusements. J'ai craqué une allumette, elle a vacillé avant de s'enflammer. Les flammes ont pris rapidement, et je me suis reculé. La chaleur et le brasier ont jailli, le pont s'est mis à crépiter, puis à s'effondrer sous l'intensité du feu, probablement visible de loin. Je suis remonté en voiture et, sans me presser, j'ai poursuivi mon chemin, certain que quiconque remarquerait l'incendie serait piégé de l'autre côté. J'aurais quitté les lieux depuis longtemps lorsqu'il découvrirait l'ampleur du désastre. À l'aube, je faisais déjà le plein dans une station-service près de l'autoroute. J'ai laissé le bidon vide à la pompe, que quelqu'un finirait bien par ramasser. Une fois débarrassé de la voiture de location vers 9h, j'ai récupéré ma propre voiture, puis je suis passé chez moi pour me doucher et enfiler une tenue décontractée.
Il me restait 2 tâches, couper mes liens avec Countryman Real Estate et acter définitivement la rupture. Bernie, malgré sa distraction, laissait souvent traîner certains objets. Ayant la clé de tous les bureaux et classeurs, j'avais accès à tout. Gab, méticuleux, gardait le code du coffre-fort de son bureau dans un dossier étiqueté « Sécurité », rangé à clé. Grâce aux clés de Bernie, j'ai pu récupérer le dossier et y trouver le petit carnet où Gab notait ses mots de passe. J'ai ainsi accédé au compte privé de l'entreprise. J'aurais pu tout dérober, mais je n'en avais pas l'intention. Le vol aurait entraîné de plus gros ennuis. Je me suis contenté de transférer les fonds du compte d'opération vers un autre compte. En arrivant chez Countryman, nous avions ouvert un compte escrow pour les dépôts des clients, comme l'exigeaient les lois de l'État. Au fil du temps, nous en avons créé d'autres pour chaque projet, délaissant le premier compte, qui était resté vide. Je l'ai réactivé et y ai versé près de 20 millions de dollars, l'intégralité des liquidités de l'entreprise. J'ai également augmenté notre ligne de crédit pour donner le change. Je n'avais donc volé aucun argent, tout était à sa place, mais il faudrait plusieurs jours pour comprendre où il était passé, et le temps que l'argent reparte vers le compte principal, les échéances seraient échues. Les paiements électroniques du mardi matin se feraient sur un compte à zéro, bloquant les centaines de virements. Incapable de régler ses traites dans les délais, la société perdrait d'emblée toute crédibilité auprès des banques. J'espérais que Gab serait encore coincé à la montagne ce mardi. Une fois cela fait, j'ai imprimé ma lettre de démission et l'ai laissée sur le bureau de la secrétaire de Gab. Juste avant de partir, mon portable s'est mis à sonner, c'était Gloria. « Où es-tu, chérie ? La voiture n'est plus là et je m'inquiète. » J'ai laissé filer vers la messagerie, mais la curiosité m'a poussé à écouter. « Appelle-moi, je t'en supplie. » Une demi-heure plus tard, c'est Gab qui m'a appelé. « Et Ilial, tu vas bien ? » Gloria panique, « Rappelle-la », a-t-il dit. On sentait dans son ton une menace voilée, ce qui m'a fait sourire. Le dimanche, Gloria a laissé 3 messages, Gab 2, plus menaçant, exigeant que je les contacte. Le lundi matin, je suis allé chercher les enfants chez les parents de Gloria. Ils savaient qu'il y avait de l'eau dans le gaz, mais sans plus. Leur grand-père m'a recommandé d'être conciliant, leur grand-mère s'est inquiétée pour Gloria. Je ne voulais pas de confrontation, juste protéger les enfants. Ma fille a senti qu'il y avait un problème, mais je lui ai répondu que c'était entre sa mère et moi, et qu'on en parlerait calmement plus tard. Tout juste arrivé chez nous, j'ai décroché mon téléphone et appelé Félix Rodriguez, un excellent avocat spécialisé en droit de la famille. « Comment ça va, Lial ? » « Pas terrible, Félix, j'ai besoin de tes services. »« Que se passe-t-il ? » ?»« Je veux divorcer. » Nous en avons parlé une bonne heure, et pris rendez-vous pour le mardi après-midi. Entre-temps, les appels ont recommencé à affluer depuis la montagne. Ses parents avaient dû joindre Gloria. Les messages se faisaient plus suppliants et moins colériques. Et, je suis désolé. On ne va pas gâcher notre relation pro pour ce malentendu, ça serait contre-productif. Tu vois ce que je veux dire, m'a dit Gab. Le lundi, en fin d'après-midi, Gloria a finalement appelé. Lial, rappelle-moi. Il s'est passé quelque chose ici. Il n'y a plus de pont et on est tous coincés. J'ai besoin de te parler. Le mardi matin, j'ai contacté mon ex-collègue et ami, Steven Pandey, et nous nous sommes donné rendez-vous pour déjeuner. À peine avions-nous commandé que ma secrétaire d'autrefois, Donna, m'a appelé. Lial, ils disent que tu as démissionné, mais il faut que tu viennes, c'est la panique ici. Tout part en vrille, c'est grave. Désolé, Donna, je ne peux rien faire, je ne fais plus partie de la société. Essaie d'appeler Gab. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il était coincé, une histoire de pont ? Pas de chance. T'inquiète, ça va s'arranger. Tu es sûr de ton choix ? M'a demandé Steven, en raccrochant. Oui, c'est irréversible. Alors je peux te proposer 10 000 $ de plus par an que la dernière offre. Peux-tu commencer demain ? Demain ? Parfait. Le mercredi, j'ai pris mes nouvelles fonctions chez Pandar et Partners. Vers 15 heures, quelqu'un est venu me rendre visite à l'improviste, Gab, furieux, a fait irruption. Où est mon argent ? Espèce d'idiot. Quel argent ? Les fonds d'exploitation. Renseigne-toi auprès de ton comptable. Je vais te poursuivre pour détournement. J'ai souri.
Il devait être parvenu à redescendre de la montagne, sans doute grâce à un hélico, mais il ignorait où étaient passés ses fonds. Tu te prends pour un avocat malin, mais tu n'es qu'un pauvre type, même pas fichu de satisfaire ta femme. Elle a adoré notre petite virée, d'ailleurs je la contenterai quand ça me chantera, a-t-il balancé en partant en trombe. Le lendemain, la police m'a contacté pour me demander de venir au poste. J'ai évoqué mon nouveau travail, le manque de temps, et proposé de répondre à leurs questions par écrit et par téléphone, ce qu'ils ont refusé avant de raccrocher. Je me doutais qu'ils enquêteraient sur l'affaire des abus de biens sociaux ou des embrouilles financières, mais qu'au final, ils découvriraient que l'argent était simplement déplacé, pas volé. J'espérais m'en sortir avec un simple contentieux civil. Je me trompais. 2 semaines plus tard, ils avaient identifié le compte sur lequel j'avais transféré les fonds, mais le crédit de Countryman était entièrement détruit, plus aucune banque ne voulait financer l'entreprise sans injection massive de capital. Gloria est revenue un vendredi soir avec nos affaires du week-end, mais elle a trouvé porte close. J'avais fait changer les serrures. Elle m'a supplié. Laisse-moi entrer, Lee. Pense aux enfants. Non, tu ne vis plus ici. Ta voiture est garée là. Tu as toujours tes clés. Tu me hais à ce point? Oui. J'ai fermé la porte. Je savais qu'elle irait chez ses parents. Félix l'a ensuite assignée en divorce et obtenu une injonction pour m'assurer la garde provisoire. Il lui a fallu 2 mois et probablement toutes ses économies pour se réorganiser. À ce moment-là, la procédure de divorce était déjà bien avancée. Gab, lui, n'a pas tenu. Countryman Real Estate a déposé le bilan juste après la fête du travail, l'abordait. La semaine suivante, j'ai reçu une visite surprise dans mon nouveau bureau. Je rentrais d'un déplacement quand j'ai découvert, assis dans le fauteuil des visiteurs, un homme bronzé qui semblait en pleine forme, habillé légèrement malgré l'automne qui arrivait dans le nord, Bernie. « Comment tu vas » ai-je lancé. « Ça va » a-t-il répondu en jetant un coup d'œil à mon bureau modeste. Devine quoi? En Floride, il y a plus de requins sur Terre que dans la mer. Alors, je préfère revenir à ce que je maîtrise. J'étais heureux de le voir, mais un peu sur la défensive. Je dois repartir de zéro, j'ai eu de grosses pertes là-bas, mais j'ai une opportunité, je peux racheter une boîte à bon prix. Tu vois où je veux en venir. Donc tu veux qu'on bosse ensemble à nouveau? J'ai besoin d'un associé. Les banques se méfient des vieux briscards dans mon genre. Toi, tu as le profil idéal, on se complète bien. Je suis un peu juste financièrement, et je suis en plein divorce. On s'en fiche. Je te donne 10%. 50. Sois raisonnable. T'as dit que tu n'avais pas d'argent. 25%, c'est déjà pas mal. Ce n'est pas assez. Allez, 40%, et une option pour racheter 10% de plus dans 10 ans. Ça marche, si je suis encore en vie. Et voilà, Bernie et moi étions de nouveau en affaires. Nous avons racheté tous les terrains de Countryman à un prix cassé, grâce aux mêmes banques qui nous avaient financés avant. Il y aurait sans doute des défis, mais nous nous en sommes bien sortis. Nous avons construit et vendu, petit à petit, et la vie a repris son cours. Mon divorce, lui, a suivi son chemin, surtout pour les questions de garde d'enfants. Au final, on est arrivé à un compromis, une garde partagée complexe et des droits de visite. C'est pourquoi, ce 24 décembre au soir, je rentrais dans une maison vide, plongée dans l'obscurité. Gloria avait emmené les enfants pour Noël, parce que c'était à son tour, en vertu du calendrier de garde. Les enfants détestaient cette organisation. En arrivant chez moi, j'ai aperçu une silhouette, recroquevillée sous le petit porche, protégeant sa tête de la légère neige, c'était Gloria. « Que fais-tu là » Elle paraissait épuisée, amaigrie, le regard triste. « Je veux rentrer à la maison » a-t-elle murmuré. « Et les enfants » ? Chez mes parents. Ils veulent rentrer aussi. On veut redevenir une famille. Tu sais, dans notre petite maison. C'est injuste ce que tu nous as fait. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal, ai-je répondu. Si, tu nous as tout pris. Non, c'est toi qui m'as tout pris ce fameux week-end. Les larmes commençaient à couler sur ses joues. D'accord, j'ai commis une énorme erreur, j'ai été odieuse. Mais toi, c'est toi qui as explosé notre foyer. Elle a essayé de rester calme. Tu sais à quel point je me mets facilement en colère, c'est ma faille. Je t'ignorais colérique à ce point.
Ne joue pas les innocents. On n'est pas des saints, ni l'un ni l'autre. Je t'ai fait du mal, oui, mais sans intention de détruire quoi que ce soit. Crois-tu vraiment que, en couchant avec un autre, je ne savais pas que je te blessais? Mais je pensais que ça ne serait pas si grave, que tu comprendrais. Entendre ta jouissance pour un autre sous mon toit, comment pourrais-je comprendre? Voyons, ne sois pas naïf. C'était du théâtre, pour satisfaire ses envies. Les gens comme lui exigent toujours ce genre de spectacle. Ce n'est pas moi, tu le sais bien, après 16 ans ensemble. Je ne connais que ce que j'ai vu, tu m'as humilié en choisissant ce bellâtre qui n'apportait rien de concret. Où est-il maintenant, ce prince charmant? Il s'est défilé. La réalité l'a rattrapé, il a fui dès qu'il a réalisé le sabotage financier. Les autres sont restés coincés, j'ai dû tout avouer à mes parents. La garde nationale a installé un pont de fortune pour qu'on puisse partir. Sharon a eu des soucis avec son mari, Robin a perdu son fiancé. Glenn et Ken ont mis un moment à remonter la pente, aidés par Paula. Au final, seuls Gab et nous, les gens ordinaires, avons vraiment tout perdu. Tu ne crois pas que ça fait déjà assez de souffrance? Elle me regardait, espérant un signe de compassion. Ce qu'elle disait n'était pas complètement faux. Moi aussi, j'avais joué avec le feu en travaillant pour Gab, tout en connaissant sa vraie nature. J'ai soupiré. Je ne peux pas oublier ce qui est arrivé. Les illusions sont tombées, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. On a traversé des épreuves, elles ont fini par passer. Et nous? Vous, toi et Gab, vous m'avez pris ce que j'avais de plus sacré, ma maison, mon foyer. Maintenant, je ne crois plus en rien. Notre relation, c'était une illusion. Sur ces mots, j'ai fait mine de rentrer dans la maison, sombre et vide. Elle a insisté. Réponds-moi, tu préfères rester seul? Ou qu'on soit de nouveau réunis, avec les enfants autour du sapin? Je l'ai regardée. Il aurait suffi d'un mot pour la serrer dans mes bras, appeler les enfants, les ramener, passer Noël comme avant, en feignant d'oublier. Mais je n'ai trouvé que ces mots. C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse. Nous nous sommes alors éloignés l'un de l'autre, conscients que le passé est immuable et qu'il nous faut aller de l'avant, chacun à sa façon, pour construire l'avenir. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.